Epistrophe Blues. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette deuxième de Bureau Ovale. On est très heureux de vous retrouver et sur le plateau aujourd'hui, on reçoit Monsieur Richard Escaut, journaliste à l'équipe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joseph, c'est Richie ici. Vous avez terminé, On va Monsieur te faire Escaut, c'est Richie, terminé. alors. J'ai l'impression d'être ton grand-père. Non, bon voilà, ce sera Richie avec, comme d'habitude, autour de moi, Antoine. Salut, Comment vas-tu, Antoine? ça va bien. Ok, tu as regardé évidemment tous les matchs du 6 Nations, je présume. Oui. J'ai passé mon week-end devant la télé et c'était très sympa. Il a plein de notes, j'ai vu. Ah non, il a plus rien. Oh, le menteur, il a tout noté. Et de l'autre côté, Lucas Bertolotto. Oh, que t'es bon, fort, c'est Joseph. bon. Ah, t'es C'est fort. Pour une fois, Ok, t'as réussi à l'avoir. Après plus d'un an et demi de connaissance, on est bon. Oh, Très ouais. content de te retrouver malgré ce petit accrochage la semaine dernière, mais c'est pas, Ah oui. c'est pas grave. Sur la première émission, j'ai écorché son nom malheureusement, mais en même temps, il y a beaucoup de O, beaucoup de E, mon cher Lucas, et moi, je ne suis qu'un pauvre représentateur et j'ai beaucoup de mal avec ton nom de famille. Et donc, on va commencer, les amis, avec donc tous ces résultats du 6 Nations. Donc, on va partir sur les news de ce week-end. Premier résultat auquel on va s'intéresser, c'est le résultat de Écosse-Italie, donc qui se jouait du coup en Écosse avec cette victoire de l'Écosse 33-20, avec un triplé de l'ailier King Horn et un match exceptionnel de Finn Russell notamment. Étonnant déjà, le match de Finn Russell déjà les amis a été assez impressionnant et la résistance de l'Italie peut-être aussi. En fin de match, parce que sinon pendant les 60 premières minutes, les Écossais ils ont déroulé, ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Et effectivement, Russell très en forme comme on avait pu l'apercevoir lors des dernières semaines avec le Racing. Rien à rajouter, c'est exactement ça. Il a Pareil, fait, Lucas. ouais, il a fait le topo, on est bon. Bah, Au très pied, bien. à la main, Russell, tout. Ouais, Pied et ouais. main, passe au pied, rasant, en l'air, passe croisée, enfin la totale. Du Il grand aura, Russell, ouais. il aura tout fait. Il aura tout fait avec un deuxième match du coup samedi qui a suivi ce Écosse-Italie. C'était le match que tout le monde attendait. C'était le match entre l'Irlande et l'Angleterre qui a été remporté par les Anglais 32-20 avec un bel écart quand même. Du coup voilà, vous avez tous les marqueurs d'essai. Franchement, ce match-là, il a été avec d'une intensité. Richie, c'était quelque chose d'exceptionnel. Niveau demi-finale de Coupe du Monde. Très franchement, Écosse-Italie, c'était sympa. France-Galles, on y reviendra. Mais là, on se dit que l'Irlande et l'Angleterre peuvent très bien se retrouver à ce niveau de compétition, demi-finale de Coupe du Monde. Une intensité extraordinaire et surtout des plans tactiques tenus jusqu'au bout. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Antoine. Tout à fait, je rejoins Richie. Farrell, on voit que c'est le maître à jouer. Il joue dans un fauteuil, qu'il soit en 12 ou en 10. Maintenant, en plus, il est capitaine. Donc, il gère comme un métronome, quoi, l'équipe. C'est incroyable. D'ailleurs, le premier essai sur une passe vissée à hauteur, comme ils disent les Anglais flat, qui délivre Daly, puis après, qui joue le 2 contre 1 avec May. Voilà, d'une incroyable... comment je pourrais dire ça Précision. Incroyable. Un orfèvre. Il y a des joueurs effectivement qui semblent atteindre des niveaux assez impressionnants, éblouissants presque. Il parle de Farrell notamment. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, toi, Lucas, qui t'ont impressionné? Ah ben il y en a un paquet, ouais, quasiment la moitié de l'équipe, même toute l'équipe d'ailleurs. Itoje en deuxième ligne, Vunipola en première et son frère en troisième ligne, Slade et Tulagi au centre. Ça a été une équipe impressionnante. Moi je m'y attendais pas du tout. J'ai été très surpris parce que là, j'avais pas vu l'Angleterre à ce niveau-là depuis un très bon moment. Et je pensais que l'Irlande allait marcher sur les Anglais, mais ça a été tout l'inverse. Ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Et surtout de voir Sexton aussi peu en vue avec l'équipe d'Irlande et l'équipe d'Irlande aussi prise, quoi. C'est Ouais, parce que je te rassure, Lucas, très grand rugby. on peut le chambrer sur ses pronostics. Bon, là, il est dernier des pronostics de Bureau Ovale que vous pouvez retrouver sur notre Twitter. Mais j'avais mis l'Irlande aussi. Je ne m'attendais pas à voir l'Irlande exploser de cette manière sur les impacts de Tulagi, des autres. Franchement, j'étais étonné, quoi. Ah oui, mais
Je suis content de trouver un pronostiqueur qui est pire que moi parce que ça me fait plaisir. Hein. Je reviendrai ici, c'est sympa. Non, ce qui était extraordinaire, c'est que d'ailleurs il y a eu du buzz. On va en parler parce qu'on va parler du crunch forcément à un moment. Il y a eu du buzz. Eddie Jones, il a tout à fait compris qu'il fallait balancer dans la presse et il a dit mais les Irlandais, on va encore s'emmerder. Préparez-vous à vous ennuyer à voir jouer l'Irlande parce que c'est un jeu extrêmement stéréotypé. Et donc il les a obligés à sortir un petit peu de leur gond et il avait mis en place un système de défense en pointe sur ce qu'on appelle le cran 1, le premier cran, c'est-à-dire juste après l'ouvreur Sexton, qui les a obligés à faire reset à chaque fois et à perdre cette dynamique et cette tonicité, ce mouvement, ce que les anglo-saxons appellent le momentum. Et donc, du coup, ils se sont pris à leur propre jeu, les Irlandais, et la défense. On parle de l'attaque, hein, c'est vrai, on a vu tous les beaux essais, mais ça commence en défense. Oui. Exactement. Dès l'entame, ils ont appliqué ce qu'on appelle une rush défense, c'est-à-dire que les défenseurs, ils vont chercher en fait la ligne d'avantage, ils laissent pas respirer les attaquants. Et donc ces 2-3 mètres qu'il faut gagner rapidement, et ils les ont gagnés. Chaque impact, elle a été remportée en fait par les Anglais. Que ce soit Mako Vunipola qui fait 27 plaquages pour un pilier, c'est extraordinaire. Itoge, la troisième ligne, Tom Curry qui a 20 ans, encore un moins de 20, que eux ils hésitent pas à mettre et qui se révèlent au niveau. Il sort avec 15 plaquages. La troisième ligne a été monstrueuse. Même Tulagi, il a mangé. Il est sorti, hein. Il est sorti aussi avec un plaquage. Avec un carton, ouais, c'est sûr. Et sur un carton, il marque en plus, il me semble. Non, justement, ils prennent pas de points, les Anglais, à 14. Et c'est ça qui est impressionnant aussi. Parce que les Irlandais. Physiquement, ils sont déjà prêts. Moi, je pense qu'ils sont prêts, ouais. Moi, je les attendais vraiment à ce niveau-là parce que, comme je l'avais dit avant, ils rentraient avec des joueurs comme le frère Vunipola, Tulagi qui revenait, etc. Noël qui a touché plus de 10 ballons pour un ailier, c'est vraiment incroyable. Et donc, ils ont des joueurs qui étaient titulaires, qui étaient blessés depuis 2 années, et là qui reviennent. Donc, ça renforce encore l'équipe. Et là, on voit qu'ils sont en pleine capacité. Alors, est-ce que c'est pas trop tôt avant la Coupe du Monde? On peut le penser, mais en tout cas, là, ils sont prêts. Et va falloir les bien déloger. à ce niveau-là, nous. Hein. Bah ouais, clairement. Hein. C'est jamais trop tôt d'être en place et d'être bon, j'ai envie de dire. Ouais. Ou est-ce que toi, Lucas, tu penses que faut arriver au top sur la compétition, et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être moins bon dans les prochains mois pour les Anglais? Je pense pas, parce que là, ils ont trouvé la clé. Ça fait quelques années qu'ils cherchent la clé, notamment après la Coupe du Monde à domicile qui a été difficile pour eux. Ça fait quelques années qu'ils cherchent un peu le truc pour retrouver ce niveau de jeu-là. Là, je pense qu'ils l'ont trouvé, ça va faire mal. Ouais. Jusqu'à la Coupe du Monde, ça va faire très mal. Ils sont dans notre poule, Joseph. Ouais, mais déjà, avant de les rencontrer à la Coupe du Monde, il va falloir les rencontrer pendant le Six Nations. Ce sera l'objet de notre focus tout à l'heure. Et il y a eu d'autres résultats pendant ce week-end. Il y a eu notamment 2 résultats de 15 de France qui cette fois ont gagné. Heureusement qu'on a les U20 et les féminines pour nous apporter quelques victoires. Avec donc cette victoire des féminines, c'est une démonstration 52-3 contre les Galloises, et les U20 qui ont gagné 32-10. Est-ce que sur ces 2 matchs, vous avez vu des actions, des joueurs ou joueuses qui vous ont impressionné, notamment sur les féminines? Lucas, toi Spécialiste des femmes, ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, tu le vois, elle est bien. Ouais, ça y est. Non, sur les féminines, elles nous impressionnent toujours là, depuis la saison dernière, et le Six Nations, même l'an dernier, même un peu avant. Notamment Ménager en 3e ligne centre, c'est impressionnant. Elle met un essai. Elle est capable de tout faire. Exceptionnel. Elle sait tout faire, c'est impressionnant. C'est un 3e ligne centre. Peut-être la tester 15 de France masculin. À la place de Picamol, tout est bon. Hein. Puis après, chez les jeunes, les jeunes aussi, ça a été beau. Ils sont allés chercher le bonus dans les toutes dernières minutes à 14 contre 15 parce qu'ils avaient pris un carton rouge juste avant. Donc c'est costaud, il faut les féliciter. Ouais, ils démarrent bien. Carton rouge de Sacha Zeger, extraordinaire flanqueur formé à Oyonnax. Moi, je croyais qu'il s'appelait Mick. Non, on m'a dit que c'était Sacha. Extraordinaire joueur. Moi, il me rappelle le profil d'Olivier Magne. Et je pense que ce joueur-là, je ne sais pas si tu le connais, si tu le suis, mais si les cochons ne le mangent pas, dans 2 ans, il est en équipe de France. Hein. Olivier Magne, d'ailleurs, qui a longtemps été entraîneur des U20 et qui a beaucoup formé cette génération-là, et qui, d'ailleurs, dans la presse aujourd'hui, se demande pourquoi l'équipe de France ne suit pas cette même voie. Mais bon, ça, justement, on va peut-être le découvrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il ne faut pas changer de cap? On va passer au débat tout de suite avec France-Pays de Galles. Voilà, premier match du tour à destination pour les Bleus, et une défaite assez cinglante contre les Gallois, 24-19, avec une première mi-temps où on mène 16-0. Cet essai de Picamol, cet essai d'Ugé, et
une catastrophe au pied pour Para, mais Lopez qui prend un peu le relais. Et puis cette explosion en deuxième période contre le Pays de Galles. Lucas, toi, à la fin du match, dans quel état t'étais ? J'étais secoué. J'étais secoué, mais pas forcément à la fin du match. Déjà, dès la deuxième mi-temps, j'étais déjà secoué parce que j'étais étonné de voir des Gallois aussi faibles en première période. Parce que franchement, que ce soit la charnière ou les autres domaines, pour moi, il n'y a que Liam Williams qui a réussi à sortir un peu du lot côté Gallois en première mi-temps. Et encore. Après, sinon, ouais, tu regardes Anscombe qui fait des erreurs qu'il ne doit jamais faire. Thomas Nul Williams au à la pied. mêlée qui n'est pas du tout au Ouais, niveau. parce qu'on parle de 0 sur Para, 2 au mais pied. Anscombe Non, les aussi a buteurs, ils ont manqué été de pénalité. catastrophiques. Et derrière, en deuxième période, ils se sont réveillés, quoi. Ils se sont réveillés et puis ils ont mis le jeu en place, leur jeu en place et ils nous ont marché dessus, hein, clairement. Richie, c'est nous qui avons complètement laissé le match aux Gallois et pas forcément les Gallois qui l'ont remporté ce match-là. Alors, de ce que j'en sais, les Français avaient abordé ce match pour le gagner. Donc 16-0 à la mi-temps, contrat rempli. Et il s'est passé quelque chose dans le vestiaire. Je ne sais pas, le discours, on n'arrive pas trop à savoir. Mais ce que je sais, c'est, pour avoir entendu Brunel à la mi-temps sur France Télévisions, on était un peu inquiet parce qu'on a l'impression qu'il lançait ses joueurs pour ne pas perdre. C'est-à-dire tellement heureux d'avoir 16-0, surtout les gars, pas de conneries. On sait que les Gallois vont revenir, donc vous faites attention, vous maîtrisez, vous gérez. Et ça, c'est vraiment caractéristique d'une mauvaise préparation mentale parce que tu rentres sur le terrain non pas pour marquer des points, mais pour essayer d'en encaisser le moins possible. Et pour moi, le moment charnière, il est là. Mais ça commence à devenir redondant, ça, avec Brunel, de ces explosions en deuxième période. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais en gros, il y a 9 défaites depuis qu'il est là, 4 défaites où ils mènent à la mi-temps, et en deuxième période, ils explosent. Ouais, ils mènent à la mi-temps ou dans les dernières minutes. Moi, j'ai en mémoire le match contre les Sud-Africains, par exemple, où ils se font rattraper sur la fin. L'Irlande, l'année dernière, le drop de Sexton. Ça commence à faire beaucoup. Manque de leadership. On prend pas ses responsabilités. Parce que là, au bout d'un moment, c'est pas possible. Comment tu peux mener de 16 points et perdre un match au niveau international? Je crois que c'est jamais arrivé. Enfin, Record c'est du tournoi. incroyable. C'est incroyable. Après, manque de leadership aussi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu fais sortir tes cadres comme Guirado, comme d'autres, dès la 55e et ainsi de suite. Au bout d'un moment, tu peux pas te dire, surtout quand la fin de match est de plus en plus tendue, ouais, on va s'appuyer sur les cadres. Non, ils sont plus là. La fin de match, tu finis avec des jeunes, Aldrit, Marchand, Bamba. Alors, je les critique pas, hein, Aldrit fait une très bonne entrée, Bamba aussi, mais c'est plus difficile de conserver un résultat au niveau international ou d'aller chercher un résultat avec des mecs qui ont moins d'expérience qu'avec tes cadres qui peuvent faire le boulot, quoi. Tu parles des cadres, Lucas, dans nos flops, notamment qu'on a publié à la fin de la rencontre sur nos réseaux sociaux. On a choisi 3 hommes qui sont donc Yohan Huget, Sébastien Vahamaina, Morgan Para. Là, on a 3 joueurs qui sont des cadres de Brunel. Alors, est-ce que il y a des problèmes au niveau des cadres mentaux, des problèmes mentaux? Il y en a beaucoup qui parlent de prendre des psys pour ces joueurs-là, des préparateurs mentaux. Brunel dit que non. Bah ouais, parce que dans les 3 joueurs qu'on vient de citer, c'est des joueurs qui ont au moins 50 sélections ou qui s'en approchent. Para, ça fait combien de temps qu'il est en équipe de France, même Oui. si là il revient. 10 ans. Voilà, il est capitaine à Clermont. Il était du Grand Chelem, par exemple, du dernier Grand Chelem. Voilà. Vahamaina, c'est pareil, il est là depuis un moment. Donc on a des cadres, mais ils prennent pas leurs responsabilités, c'est pas possible. Et franchement, les Gallois, ils ont rien fait. Ils nous ont pas poussé à la faute. C'est nous qui leur avons donné les fautes. Le premier essai, on monte pas en ligne, donc on se fait prendre à l'intérieur. Le deuxième, c'est une cagade. Stockdale, il a fait la même chose avec l'Irlande, donc ça peut arriver, mais bon, nous, ça arrive beaucoup trop souvent. Franchement, ça commence à être vraiment chiant. Et l'interception, après, bon, c'est un fait de jeu. Mais franchement, c'est pénible. Moi, ça me désole. Alors, vous parliez des jeunes tout à l'heure, on va parler des flops, mais les jeunes, ils arrivent quand même à redresser la barre, puisqu'ils emportent les Gallois sur une mêlée sous les poteaux. À ce moment-là, l'équipe de France reprend le score. Qu'est-ce qu'on va chercher à alimenter le jeu au large avec 2 passes molles, Lopez pour Vahamaina pour Huget, alors qu'on mène et qu'on est dans le camp gallois? Pour moi, l'erreur, elle est là. C'est vrai qu'après, on peut additionner le nombre d'erreurs, mais le jeu ne demande que faute. C'est juste cette passe de Vahamaina qui, soit dit entre parenthèses, est à ce moment-là capitaine de l'équipe de France et il n'est même pas prévenu. C'est ce que j'ai vu ce matin, oui. Ça, c'est très étonnant. C'est catastrophique. Mais ça, est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que ça arrive déjà sur un terrain qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas prévenus? Mais Non. Sébastien Vahamaina, c'est Non. hallucinant. Moi, je suis pas sûr que les Anglais ils aient ce genre de problème, par exemple.
Je suis pas sûr que ça arrive autre part qu'en France, malheureusement. C'est Non, mais dramatique. c'est honteux, disons-le. amateurisme. C'est honteux. T'imagines quand même que Vamaina, il a expliqué ce matin. L'arbitre lui a demandé s'il prenait la pénalité ou non. Il lui a dit adressez-vous au capitaine. Et c'est l'arbitre du match qui lui a dit mais c'est vous le capitaine. C'est fou. Il faut quand faudra se même. poser la question de la compétence du staff à un moment. Oui. Ah, voilà. Et ces joueurs-là, en particulier Yoann Huget, Sébastien Vahamaina, est-ce que vous leur pardonnez pour les prochains matchs ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? On va faire notre composition de bureau ovale, Antoine, Lucas et moi, et on a changé un peu quelques joueurs par rapport à la compo que Jacques Brunel a mis. Poirot, Guirado, Bamba, Lambé, Villemc. Donc du coup, nous, on ne le pardonne pas à Vahamaina. Loré, Picamol, Ituria, Dupont, qui rentrerait donc directement hors du groupe titulaire, Lopez, Médard, Ficou, Bastaro, Penaud, Ramos. Richie, est-ce qu'il faut pardonner ou pas à ces joueurs-là qui sont passés à côté de leur match? Ah non, mais là, moi, je crois qu'on a trouvé le prochain staff de l'équipe de France, là, les gars. Moi, avec une équipe comme ça, je vous garde. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que ce staff fonctionne sur un principe de protection, d'autoprotection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on protège les joueurs, on les critique pas trop. Moi, j'ai vu Gatland défoncer Georges Noss à North dans la conférence de presse à laquelle j'étais. Je lui ai posé la question, il m'a dit non, mais moi, les 2 essais de Georges, très bien, mais la cagade qu'il fait sur l'essai du G au moment où on doit revenir dans le match, ça, c'est impardonnable. La cagade, c'est en gros, c'est... Mauvais placement défensif, ils vont à 2 sur Uturia, et Uturia, d'une passe coudée, file la balle à UG. J'ai l'impression que d'ailleurs, va nous expliquer dans quelques minutes. Et donc, oui, effectivement. Et en conf de presse, Warren Gatland, qui est l'entraîneur du Pays de Galles, il le défonce. Même question sur Vahamaina, ah ben non le pauvre, ah ben non UG, ah ben non mais ça arrive. Sur UG même plus, c'est que il a quand même marqué un essai. Alors que au bout d'un moment, faut arrêter. UG il marque un essai. Tu prends l'ailier de l'US Noise la semaine dernière, il est capable de le mettre aussi. UG il a le travail qui est tout fait. Il a plus marqué depuis un bon moment. Il a juste affilé dans le but. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par rapport à la question qui était la vôtre, c'était de se dire est-ce qu'on va changer? Moi je suis pas persuadé qu'il va enlever autant de joueurs parce qu'en fait ils se protègent les uns les autres. Si Brunel commence à triquer les joueurs, à un moment donné, ils vont se désolidariser. Il suffit qu'ils disent ah bah oui, mais il faut voir aussi les plans tactiques qu'ils nous donnent, et là c'est mort. Donc du coup, en fait, il y a une autoprotection. Il va les garder, il va faire confiance au groupe, vous verrez. Et comme ça, lui, il est sûr. Ils vont aller au bout jusqu'à la Coupe du Monde. C'est prévu. Laporte l'a dit. Comme avec Teddy Thomas en novembre. Il avait loupé un 2 contre 1 d'école contre les Sud-Africains. Il était titulaire au match d'après. Il a des égarements défensifs, mais on lui en reproche jamais. On regarde juste, il a mis un essai super contre les Écossais, mais quand il monte en pointe sur un 2 contre 2, et du coup ça libère un espace, on lui dit rien. Donc c'est pénible en fait. Oui, peut-être il y a un moment, t'es pas bon, mais trop gentil dans son management. Dans son management, puis aussi, c'est le papy, quoi. C'est le papy. Qu'est-ce que t'as contre les papis? On revient à sa méthode de polyvalence qu'on a évoquée la semaine passée. C'est qu'il risque pas de mettre Ficou et Penaud, je pense, titulaires en même temps. Parce qu'il en faut un des deux qui est sur le banc pour pouvoir rentrer à la place de n'importe quel 3/4, tu vois. Nous, ça fait 2 semaines qu'on lui propose Ramos à l'arrière, Médard à l'aile. Mais je suis sûr qu'il va encore pas le faire. Alors que pourtant, ce serait une des solutions, selon moi, pour retrouver du pourcentage de réussite au but et pour retrouver un ailier compétent plus qu'UG. Mais bon. Voilà, Ramos, il est obligé de rentrer parce qu'il a la qualité du tir au but, déjà. Attention, la dimension psychologique, moi je mets sur l'équipe que vous avez composée, qui est excellente, moi je mets un bémol sur Ramos. Ça fait 35 ans que je fais ce métier, des très bons joueurs de club j'en ai vu, pour discuter avec les sélectionneurs, le niveau international c'est autre chose. Et je ne pense pas que Ramos soit encore prêt, il faut pas sur un match comme ça, pas sur un match piège à Twickenham contre cette équipe d'Angleterre, on la revoit la compo d'équipe, moi c'est le seul bémol que je mettrais, en plus dans la dimension par exemple, physique. Très jeune, avait fait un exploit contre les Anglais. Oui, mais il a une dimension physique, Fofana, que n'a pas Ramos. Ramos, il a quand même c'est un joueur lambda physiquement. Là, on est sur du très très haut niveau physique quand on voit les Toulagui et compagnie. La seule chance que pourrait avoir Ramos s'il était titularisé, c'est que les Anglais jouent pas beaucoup au pied. Mais franchement, regardez Parra, meilleur buteur du championnat de France. À l'arrivée, il a loupé 3 buts. Donc psychologiquement, c'est dur. Et pour Ramos, honnêtement, là, Joseph, en tant que chef des sélectionneurs, je m'adresse à toi. C'est pas un cadeau que tu lui fais. Par contre, il faut les lancer peut-être dans le grand bas pour qu'ils prennent de l'expérience. Voilà, ce match-là, il va pas se jouer sur Ramos. Donc, si on a peut-être une ligne de 3/4 qui devant lui est un peu plus imposante, notamment avec Bastaro, je pense qu'il peut être un peu plus tu peux pas ne pas protégé. Tu peux pas ne pas mettre Bastaro sur ce match. Vu les 2-3 quarts anglais en face, tu es obligé de mettre Bastaro. Il y en a beaucoup qui disent.
Bastaro ne doit pas avoir sa place parce qu'il va exploser physiquement et sur le cardio. Ils ont fait exploser les Irlandais, ils vont faire exploser Non. Bastaro. Face à un Tulagi, tu mets Ntamak, et Ntamak il finit jamais le match. Hein. Je te le dis Il tout va, de suite, se hein. faire rouler C'est- dessus. il va se le faire rouler pauvre. dessus. Hein. C'est pas possible. Il faut un mec du gabarit de Bastaro pour tenir, hein, parce que sinon le 3/4 centre il explose. Et puis derrière, alors le Super Bowl ça m'a inspiré hier soir. Ah bon, t'es bien le seul. Et- Parce que, et dis il, donc, il en faut aussi un pour saquer Slade. Ah. Parce que si tu Ah. sacs pas Slade, il va faire ce qu'il veut dans le match. Et je pense que Bastaro, ce serait un bon profil pour aller saquer Slade. Ouais, un Courtney Lawes en fait sur Jules Ouais, Blitz. ou un Courtney Lawes, tu vois, un Courtney Lawes qui a fait fois, une on s'en entrée en souvient, jeu, pas faux. exceptionnelle. Et puis on parlait de manque de leadership, on a le vice-capitaine a priori aussi. Donc voilà, quelqu'un avec une stature, qui a aussi beaucoup de sélections et qui permettrait peut-être de rassurer les gens. Parce que Bastaro, on a beau le critiquer, lui dire ce qu'on veut, mais quand à 5 mètres de la ligne, il faut aller gratter les ballons, c'est lui qui est le premier. Quand on sait pas quoi faire, on lui donne la balle, ça mobilise au minimum 2 défenseurs. Donc c'est un peu notre assurance touriste. Alors c'est sûr que ça va pas envoyer des grandes envolées et tout, quoique. Mais voilà, on a quelqu'un de sûr. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la question, c'est quand on fait notre composition d'équipe ou quand on regarde, quelle certitude on a sur les joueurs? On en a très peu, en fait. On ne sait pas qui mettre, on ne sait pas qui va pouvoir tenir la cadence, etc. Mais là, avec Bastaro, en tout cas, on est sûr que ça va être au minimum correct, pour moi en tout cas. Il y a un homme, Antoine, qui récolte les compliments et très, très peu de critiques. C'est Arthur Ituria qui a fait un geste exceptionnel contre les Gallois. Et c'est une expression que Yam va nous expliquer tout de suite dans sa chronique. Donc Yam, cette semaine, tu vas nous expliquer ce que c'est un offload. C'est ça, ouais. Donc c'est un terme qui vient de nos amis anglo-saxons. Et donc en fait, au rugby, tu as 3 types de passes. Une passe avant le contact, donc on fixe, on cadre et on donne. On a une passe pendant le contact qui est un offload, et on a une passe après contact quand on franchit l'adversaire et puis qu'on fait jouer. Donc on va s'intéresser à la passe pendant le contact qui s'appelle donc le offload. C'est quand on a un ou plusieurs adversaires sur soi et qu'on veut quand même continuer à faire du jeu et à assurer la continuité. Donc là, on le voit sur l'image, Arthur Ituria, il a Ascombe à ses jambes et il y a Norse qui vient sur lui. Donc il va tenter de faire jouer et décaler Yoann Huget comme il l'a très bien fait. Donc c'est fixer 2 joueurs pour ensuite décaler un partenaire qui est isolé et libre. Mais il faut pas croire que c'est très facile. Ouais, parce que qu'il faut une l'autre certaine passe après dextérité. contact, mais à ce niveau-là, quand on prend un contact, Voilà. voilà, faut avoir la vision du jeu, etc. Peut-être pour, Exactement. On a Norse qui arrive frontal, qui fait 100 kilos, et puis t'en as un qui essaye de te faire un croisé au niveau des genoux. Donc non, il faut avoir une certaine dextérité. On voit bien qu'en plus, il prend la balle à une main, donc c'est assez technique. Et puis donc là, en plus, il le fait en chistera, cette passe fameuse du coude. Donc c'est un élément technique assez incroyable, et peu de joueurs arrivent à le faire d'ailleurs. Donc c'est très bien de voir qu'un Français le maîtrise, et Arthur Ituria l'a fait à la perfection. C'est un geste qui est apparu ces dernières années, ou est-ce qu'il date de longtemps, ou c'est le rugby moderne qui nous permet de voir un geste pareil? Alors, il y a la chistera dont tu parlais, qui, elle, la chistera, elle part dans le dos. C'est-à-dire, c'est un travail qui est fait avec la pelote basque, où on fait une rotation du corps comme ça pour envoyer la balle. Ituria, du coup, Voilà, c'est ça, le faire. en plus, Voilà, et ça, c'est une passe coudée. C'est-à-dire, c'est une passe qu'on glisse comme ça, avec le coude, qui vient de Sonny Bill. Le premier à l'avoir vraiment mis en place, c'est Sonny Bill Williams. Ou démocratisé en tout cas. Voilà. Voilà, C'est lui qui l'a vulgarisé. C'est grâce à lui qu'on l'a vu très souvent. Ouais, Là, qui a été- voilà, bravo. On dirait un livre de Nemer Habib. Voilà, les beaux gestes du rugby. Nemer, si tu nous regardes, un petit coucou. Je suis sûr qu'il nous regarde. Eh ben oui, bien Tu sûr. seras un jour notre invité, je l'espère. Ah bah, il y a les... Je te lance d'accord, un message. Sonny Bill non, Williams, la c'est passe sûr, c'est coudée. sûr. On le voit, il a 2 joueurs sur le paletot, comme on dit, et il arrive à dégager son bras pour faire continuer le jeu. Il y a sûrement quelqu'un qui vient à face, hauteur. En plus, là, c'est 3. Là. En plus, là, il doit bloquer 3 défenseurs. Non, mais c'est Parce que ce qu'on voit pas sur la photo, c'est qu'il en arrête un aussi devant. Ce qu'on voyait très bien, ce que tu disais, c'est-à-dire que sur la passe d'Ituria, il est plaqué, mais il y a Georges Norse qui arrive. Et donc, c'est minimum, on fait plus 1 sur cette passe-là. C'est assez extraordinaire à faire, mais ça demande une chose. On a une magnifique photo. Il suffit de demander à Bureau Oval et on a tout. Hein. Il y a la CIA, le FBI, c'est Ben, tout pour notre chef vous. Hein. d'édition, lui demande n'importe quoi. Ah ouais, extraordinaire, bravo. Je dis là, ben, bravo. C'est rare de voir ça.
Et pour compléter, il y a les Fidjiens qui arrivent à le faire de manière incroyable aussi. Nakarawa au Racing, le deuxième ligne. Donc un deuxième ligne qui est censé... par exemple, voilà la différence de technique avec Vahamaina. Il y en a un qui n'arrive pas à faire une passe vissée normale, et puis l'autre qui fait des passes style basket, Harlem Globetrotter, de partout, avec 2-3 joueurs de... Non, c'est incroyable, quoi. Ne fais pas de comparatif Pardon, comme pardon. ça, s'il te plaît. Je vais finir l'émission. Pourtant, on est va sur une pleurer. chaîne NBA, là, Joseph. Ouais, c'est- Franchement, attends. Non, Ça mais fait- en c'est tout plus cas, ça fait- le comparatif entre Vahamaina et Nakarawa qui me fait peur. Ah oui, non, effectivement. Bah voilà, non, on a un spécialiste du poste, mais parce que Nakarawa, pour un deuxième ligne, il fait même du 7. Vahamaina Donc, il peut développer ses compétences. est à Nakarawa, ce que la chasse d'eau est au chute du Niagara. Ouais. Pauvre Vahamaina. Ça, Là, c'est là, dit. ça tacle. Merci Là, ça Seb. tacle. À bientôt. Ah bah vous connaissez mon surnom. Hein, le pourfendeur. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon alors. Bon, du coup, on va t'envoyer Vahamaina. Pas de soucis, je l'ai déjà vu. Il sait ce que je pense de Il lui. n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, voilà pour ce petit débrief France-Pays de Galles avec comme quoi un Français est capable de faire un beau geste. Et le prochain match, c'est France-Angleterre. On va s'intéresser à ce match exceptionnel hors du commun qui est le crunch. Et qui de mieux, effectivement, pour parler du crunch que Richard Esco qui dernièrement avec l'équipe, vous avez sorti un hors-série sur les crunchs, comme quoi il y a énormément à raconter sur cette confrontation légendaire. Ah oui, avec l'équipe, on a fait un hors-série. J'ai eu la chance d'avoir Brian Moore et Olivier Magne. Voilà, un hors-série crunch. Toutes les histoires savoureuses, toutes les petites anecdotes, et on en a trouvé plein. Même moi, j'en ai découvert parce que au fur et à mesure, les joueurs se lâchent. C'est assez sympa. Ouais. Quel a été le premier souvenir du crunch en tant que journaliste? Alors, il faut savoir que le crunch, en fait, l'appellation crunch arrive en 1992. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a eu un fameux quart de finale de Coupe du Monde au Parc des Princes en 91, où là vraiment ça a tapé très très fort, ça a piqué, ça a été violent. Il y a eu des bagarres, des coups de pompe dans la tête. Enfin, ça a été non mais terrifiant. Et à la fin, à tel point que l'entraîneur du Broca avait secoué l'arbitre néo-zélandais, il a été viré de la Fédé du Broca, on l'a plus jamais entendu parler. Et donc à partir de là, les journalistes anglais ont évoqué le mot crunch, qui a de multiples significations. Tu nous en parlais hors caméra. Oui, parce que moi, j'ai entendu parler du crunch, comme quoi en anglais, c'était le bruit, en gros, que faisaient deux éléments forts qui s'entrechoquaient. Mais j'ai aussi entendu, Antoine, comme tu le disais, que c'était pas forcément que le crunch, la traduction, quoi. Ouais, il y avait match crucial aussi entre deux ennemis que tout oppose, entre guillemets. Donc je lisais aussi le journal. Donc les Anglais, ils voient pas un Six Nations ou le rugby sans les Français. Donc voilà, il y a cette rivalité, mais... Puis on a le goût. C'est-à-dire que c'est des matchs où ça envoie du chocolat un peu, tu vois. Donc voilà, tu as aussi la petite saveur du chocolat. Tu voulais une anecdote, Joseph ? Je veux une anecdote. Alors, la plus grosse troisième mi-temps, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il faut savoir que ça démarre. Ils invitent Pierre Villepreux 2 mois avant le match en 89, parce qu'ils en ont marre de perdre, mais ils prennent des torgnoles de porte. Donc ils nous appellent. Ils appellent Pierre Villepreux, qui en plus à l'époque était paria à la Fédé, on ne voulait pas en entendre parler, c'était l'époque Fourou, etc. Donc là-bas, il va leur faire des trucs incroyables. Il fait travailler les piliers, les deuxièmes lignes sur des 2 contre 1, des 3 contre 2, ce qu'il faisait à Toulouse. Donc les mecs l'ont pris pour un fou complet. Mais quand même, ils ont dans leur tête, ils ont peut-être les moyens de faire autre chose. Et arrive le match. Villepreux 11, France 0, ils nous battent 11-0. Donc les banderoles dans le stade. Et puis troisième mi-temps, comme j'avais fait le stage avec eux au Portugal, j'avais regardé un peu ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit, bon allez Richie, viens avec nous. Toi, tu vas être notre porte-bonheur. Et j'ai fait la troisième mi-temps avec eux. Alors il faut imaginer une suite sur Hyde Park dans le Hilton. La chambre pleine de bière, comme une pyramide, et tout en haut les bouteilles de gin. La première ligne, parce qu'il n'y a pas de rugby sans une vraie première ligne, avec les ouvre-bouteilles tout à la mâchoire. Hein. Crac, comme ça, les bouteilles de bière. Donc, Probin, Moore, Rendall, les 3 là, distribués, les femmes, tout le monde. Ça s'est fini avec les assiettes de frites sur la tête. Tout le monde vautré partout. Imaginez les 22 joueurs, 23 joueurs avec leur épouse dans une suite, un chaos innommable. Et ça, pour moi, c'est le plus beau souvenir. Et je me dis, les mecs, non seulement ils jouent bien au rugby, ils sont intelligents, ils te battent, ils ont des femmes charmantes, ils boivent comme des trous.
Et en plus, il gagne, tu vois. Et franchement, je n'ai pas le souvenir d'une troisième mi-temps à ce niveau de taux d'alcoolémie. C'est parfait dans le Thoman, en fait. Et je pense que personne n'a le souvenir de ce qui s'est passé après 4 heures du matin. C'est énorme parce qu'en comparaison, tu as l'équipe de France l'an dernier, 6 nations, un match en Écosse que tu perds, que tu finis dans les rues écossaises à te battre avec des Écossais dans un pub irlandais et tu es à deux doigts de pas pouvoir prendre l'avion pour le retour. Tu vois quand même la différence. Oui, entre on les voit cultures. aussi. Après, il y a eu des troisième mi-temps. Pascal Papé le raconte dans son livre, notamment en Coupe du Monde de l'équipe de France. Ah, mais là, on est hors il y a eu crunch. des- Là. Là, on Oui, est hors voilà. crunch. Si on veut rester dans le crunch, je peux vous dire que les Anglais, ils ont une éducation sur la boisson qui est assez Oui, ils ont un assez rapport avec hallucinante. l'alcool qui est assez étonnant quand même. Ah oui, oui. Alors, oui. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je te vois venir, Joseph. La clé de la réussite anglaise, elle est simple. C'est que quand Geoff Cook, leur manager en 88, là on parlait du match de 89, il n'y a pas de hasard. En 88, vous savez ce qu'il fait? Interdiction de boire de la bière. Et là, c'est comme si vous disiez à un Français, tu bois pas de vin rouge, tu manges pas de fromage, quoi, tu vois. Et interdiction de boire de la bière pendant les rassemblements. Et ça avait créé une fronde. Les joueurs n'étaient pas contents et c'est ça, vous rentrez chez vous. Donc du coup, quand ils ont gagné le match de 89 à Twickenham, il leur a dit, allez, carte blanche sur la vodka, le gin et la bière. Hein. Il y a eu des figures très fortes sur ces crunchs qui ont se sont succédés avec notamment les 5 Anglais. On en a choisi 5 qui vraiment nous ont fait mal avec un premier homme qui est Will Carling, le centre qui évidemment est retraité aujourd'hui, 53 ans, 72 sélections. Ah non, il n'est pas retraité. Je peux t'arrêter, Joseph. Ah. Il n'est pas du tout retraité. Le staff de l'équipe d'Angleterre lui a demandé d'intervenir pour le leadership. Hein. Tout à l'heure, Lucas en parlait. Le manque de leadership de l'équipe de France, eux, ils ont tout à fait enregistré ça. Et comme il a un master de psychologie, il a été militaire et ça a été le plus grand capitaine anglais, ils l'ont rappelé. Moi, je voulais faire une interview avec lui. Il m'a dit non, Richard, tu comprendras bien que je ne peux pas parler. Il s'occupe du leadership et il développe la capacité d'initiative des joueurs d'Angleterre. Il était connu, Will Carling, Lucas, pour une expression particulière, je crois, qui nous a bien énervé. Et une petite expression, c'est sorry, good game. Alors vous excuserez mon anglais, hein, mais en gros c'est pardon, mais bien joué, quoi. C'est messieurs, on vous a battu, hein, mais vous avez été meilleurs que nous, quoi. En gros c'est un peu de chambrage gentil à la fin des crunchs. Et c'est une expression qui est restée et surtout qui avait le don d'énerver certains Français, quoi. Parce que quand on perd un match, même que ce soit serré ou non, on n'aime pas se faire entendre dire on perd, mais vous avez été plus mauvais, on a été meilleur et on perd, quoi. C'est un truc. Mais il y en a beaucoup qui disent c'est inacceptable. le respect. Je sais pas, vous, à la fin d'un match que vous perdez, vous avez envie que votre adversaire il vienne vous dire bien joué, ou vous avez envie de voilà, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, tu m'as battu, casse-toi. Mais non, moi qui suis encore en activité, tu vois, déjà si je perds, l'adversaire il vient pas me parler, quoi. Parce que je tire la tronche, je sais que je vais me faire défoncer par le coach dans les vestiaires, donc non, ouais. Ça c'est du chambrage, c'est de la langue de bois, c'est anglo-saxon. C'est y a terrible pas ce de souci. moment quand même. Eh bien, moi, je vais prendre un contre-pied. En fait, Will Carling, que je connais plutôt bien, on s'appelle régulièrement, qui est un super mec, est amoureux de la France. Il a un profond respect pour la France et je peux vous dire que ça a été, quand il est allé voir l'équipe de France la première fois, c'était pas en 89 d'ailleurs, c'était en 92, donc c'est pour ça que c'était embêtant, parce qu'on là on était dans une période très basse. Son sorry good game, ça voulait dire bon on a gagné, mais on a fait un bon match, quoi. C'est-à-dire que nous, Anglais, on vous a battu parce que vous êtes la référence dans le jeu. Et Will Carling, faut pas oublier qu'il joue 3/4 centre et il est en face de lui Philippe Sella, Serge Blanco. Et pour un mec comme ça, qui est pas doué, qui est pas bon, qui est pas vraiment athlétique, qui est un peu grassouillé, battre les Sella, les Lagisquet, les Charvet, En les fait, ils se Blanco. rendaient pas forcément compte, c'était vraiment respectueux Ah, de mais dire sorry, good complètement. game, et c'était perçu différemment par les Ah mais Français. complètement, parce que les Français, tu as raison, on ressent bien, ils étaient humiliés, et donc pour eux, c'était différent. Et l'anecdote, c'est qu'en 95, quand la France bat pour la première fois, parce que première défaite 89 jusqu'en 95, hein, et là, il y a Franck Menel et Lacroix qui se précipitent, c'est en match pour la 3e place de Coupe du Monde 95 à Pretoria. Le match est fini, la France a gagné, il y avait le père de Romain Ntamak qui jouait. Il se précipite sur Will Carling, les deux, ils se mettent sur lui, il fait « Sorry, good game !» Ils avaient mangé 10 ans de défaite. Alors après, il y a un deuxième homme qu'on a choisi qui lui aussi a bien énervé les Français, notamment Vincent Moscato. C'est Mr. Brian Moore qui est qui était demi d'ouverture. Non d'ailleurs, qui n'était pas du tout demi d'ouverture, qui était talonneur. Aujourd'hui, il a 57 ans, 64 sélections. Bon, lui, il en a fait péter un câble à plus d'un.
C'était impénible, comme on peut dire. Pour être sympa, ouais. Ouais, voilà. Oui, euphémisme. On le voit à sa magnifique photo, hein, ça respirait pas l'intelligence, par contre, très fort. quoi, comme on dit. Alors, Très tu fort. dis ça. Ah non, non, attends. Tu C'est sais, quoi, c'est le bandeau en fait dès que tu mets un non, bandeau tu sais qu'il est avocat. Tu sais que ce mec-là. Moi, je parle C'est du un- terrain, par contre. Après, Ah ouais, dans ce qu'il voilà, fait dans la il était con, vie, il était con. voilà, regardez, Bravo, ouais. Tu connais son surnom. moi, ça me. C'est voilà. quoi son surnom? Le pitbull de Sa Majesté. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. On a failli avoir une embrouille sur le plateau. J'ai pas Non, vraiment mais- l'impression qu'il a inventé l'eau chaude, tu vois, quand je Non, regarde non, comme ça, c'est mais. sûr. Bah, Mais d'ailleurs, il avait- Il avait le don de faire disjoncter les Français, quoi. Que ce soit en dehors du terrain que sur le terrain. Je me souviens, il y a eu plusieurs phrases dans les médias et c'était le premier avant un crunch à balancer des phrases dans les médias pour me faire monter la sauce, quoi. Et après sur le terrain, il continuait et il l'a dit. Je crois que c'est lui qui l'a très bien dit. Je savais très bien que les Français, on pouvait les faire disjoncter à tout moment sur le terrain et que dès qu'on les faisait disjoncter, le match était gagné pour nous. Ah, c'est quelque chose qui sentait ça que les Français, c'était facile de les faire disjoncter. Bah, à l'époque, on avait Cantona qui jouait au foot en Angleterre, donc tu avais compris quand même que pour faire disjoncter un Français, c'était relativement simple. Quoi. Ouais, voilà. Donc cette anecdote avec quand il a fait péter un câble à Vincent Moscato en 92 ou avec cette rentrée au casque, ça existe encore ça, des rentrées au casque, Antoine, dans le rugby d'aujourd'hui? Non, parce Tu peux que. l'expliquer aussi peut-être pour ceux qui ne Bah, connaissent pas ce que c'est. On en voit peu aujourd'hui, je crois. Non, on peut plus parce que c'est comme les bagarres, il y a plus de général, il y a trop de caméras, tu prends tout de suite 5 semaines de suspension, des amendes, donc du coup, c'est plus possible. Et puis, si je peux me permettre, tu as les injonctions de l'arbitre. Posez-vous, tenez-vous, donc ils sont déjà Voilà, les enregistrés. commandements font que. Rentrer au casse, c'est une C'est vieille coller la pratique. tête en gros, c'est ça? Non, c'est une vieille pratique du rugby à l'époque où tu prenais le pilier droit, devait défoncer son adversaire pour prendre la position entre le pilier gauche et le talonneur. Donc c'était tête contre tête et c'est celui qui cédait qui devenait pilier gauche. Et donc C'est un coup de boule. Mais C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a été arrêté parce que on parle de commotion aujourd'hui, mais Ouais, parce que là. Il devait y en avoir plus d'une. Et Ah, il y a un deux paquet qui ont expulsions perdu d'ailleurs des neurones, du crunch. Il y en a eu deux, il n'y en a pas eu d'autres. Et c'est pendant ce match-là, dont celle de Moscato. Ensuite, 92, qui est un peu peut-être le paroxysme du crunch. Derrière, il y a quand même eu une domination des Anglais sur nous avec la génération Martin Johnson, qui lui aussi avait une tête qui personnellement ne me revenait pas du tout. Ce deuxième ligne qui était très dur dans le ruck, exceptionnel. 84 sélections, peut-être l'une des plus belles générations anglaises de l'histoire, Richard. champion du monde en 2003, tout est dit. Hein. C'est en plus à un poste deuxième ligne qu'ils aiment bien parce que c'est un poste de devoir. Je dirais presque qu'il y a un aspect un peu militaire là-dedans. Le deuxième ligne, on le voit pas. C'est le joueur de l'ombre, c'est lui qui met les coups, c'est lui qui te défonce les côtes, c'est lui qui te marche dessus, qui te met les coups de poing, qui fait tout le travail, qui est pas glorieux, mais qui fait toute la différence. On les appelle les poutres. Il n'y a pas de secret. Hein. Quand une équipe a un bon 5 de devant, après nous derrière, on peut s'amuser. C'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Lui, il devait toucher, je pense, 2 ballons par match. Par contre, des côtes, il a dû en toucher plus d'une, tu vois. Et il était là c'était le travailleur de l'ombre. Un peu comme Bakis Botha, qu'on peut voir chez les Sud-Africains ou Schalkberger. Il était là pour découper ou ou Pascal Pascal Papé. Ouais, Ou Pascal Papé. c'est le même style de profil. Ou encore Paul Gabriag plus récemment, par exemple. C'est le gars qui est là pour nettoyer les rucks, donc enlever les adversaires, faire mal à l'impact, jouer le pénible de base. Quoi. Et Qui Martin nous aimait Johnson, pas. Hein. oui, lui par Ah non, contre, il mais là, nous je aimait peux pas. te dire, autant Will Carling et Brian Moore, parce que Brian Moore est pote avec Moscato maintenant, autant Carling et Brian Moore avaient beaucoup d'admiration, Martin Johnson, il n'en a rien Ouais, à foutre. détesté. Puis Bah, voilà. Johnson, il nous a aussi fait mal en tant que sélectionneur, quoi. Après, il nous a pas fait mal qu'en tant que joueur. Il a aussi, en tant que sélectionneur, il s'est aussi rendu détestable auprès des Français, quoi. Il savait comment nous battre, en tout cas. j'ai Exactement, c'est ça qui en a rajouté un peu plus encore sur la légende qu'il a été. de cette même génération, donc joueur plus sélectionneur, il a joué et il a coaché un homme, peut-être le demi d'ouverture le plus incroyable de l'histoire. Hein. Lucas, tu ne vas pas me contredire, c'est Johnny Wilkinson qui, personnellement, j'en ai fait des cauchemars. 91 sélections, son nombre de points, voilà, il fait peur. 1179. Bon. C'est monstrueux. Voilà. Sachant qu'il a été blessé en plus, donc Il a fait un retour en équipe d'Angleterre après plusieurs années de presque de 3 ou blessures. 4 ans. Ouais. Et sachant que dans un crunch, ça a été le meilleur réalisateur anglais lors des crunchs et il a marqué 99 points. C'est monstrueux, quoi. C'est un joueur qui a fait mal aux Français. Les Français s'en souviennent. Alors, il n'a pas fait mal qu'aux Français. Hein, il a fait mal à toutes les équipes. Mais nous, c'est un joueur qu'on a détesté.
mais qu'on a aussi aimé parce que par son caractère, c'est un joueur que tu peux pas détester. Ouais. C'est Wilkinson, c'est un homme, il a un caractère formidable, c'est un travailleur formidable, tu peux que l'aimer ce joueur-là. Tu sens quand même le Varrois. Ah bah là, Mayonnaise non, et tout. c'est- Il t'a fait la Clairement. mayonnaise là. La groupie, la groupie, là quoi. tu le sens là. Bien. Je l'ai à côté de moi, c'est pas pour rien. Ouais, d'accord. Ah, je vais te l'enlever. Parce qu'il a fait du bien un peu faire peur. aussi. non, Comment mais ça te fait Non, voilà, Au-delà de c'est tout un ça, de ceux dans tous ceux qu'on a mis qu'on ne détestait pas. non, c'est clair, On parce peut pas que quelle classe, on l'a vu avec Toulon, il y a un super reportage aussi Intérieur Sport ça nous permet de le découvrir. Quel travailleur, le livre aussi, je vous le conseille. Il nous raconte un passage dans son livre, justement, il est dans sa chambre d'hôpital, il pète un câble et il se met à taper contre le matelas, il met son matelas contre le mur et il se met à taper des coups de pompe parce que le mec, il est malade, tu vois. Mais de ça, il en sort à 85% de taux de réussite. Tu vois. Ouais, dans les mauvais jours. Hein. Voilà, donc non, mais Wilkinson, Non, mais c'était clairement. il enquillait de partout, quoi. Et on s'en souvient en 2003, festival à la Coupe du Monde, en demi-finale. Ils nous Après, ont fait il a- très il souvent très mal à la Coupe du Monde, hein, Ouais. quand même. Enfin, il finit Ouais, un avec peu des- maniaco-dépressif. Hein. Oui, non, mais Bon. il a clairement un problème psychologique, mais c'est ce qui fait aussi sa force, tu vois. Donc il y a Le grand public ne le sait pas vraiment, en plus qu'il avait ses problèmes. Non, et il raconte aussi qu'il se met au bouddhisme, ça lui permet de faire la méditation, d'arriver à se calmer, etc. Mais non, c'est incroyable. Parfaitement fait, en tout cas. Incroyable. Belle imitation. Et il y a eu après Johnny Wilkinson. Par contre, là, s'il y en a un qui me dit qu'il ne déteste pas, il sort du plateau. Non, C'est Owen Farrell. Farrell. Voilà, c'est Owen Ah, voilà. Farrell. Après, alors lui, voilà, Ah, on lui a, c'est Ben lui a l'héritier. enlevé un œil. Bravo Ben, parce que ça lui va très bien de ne pas avoir d'œil. Cet ouvreur qui joue centre désormais le plus souvent avec les Saracens. 66 sélections déjà à 27 ans, qui aujourd'hui est un cadre. Voilà, l'homme qui, sur le terrain ce week-end, on voudra sûrement qu'il prenne un beau plaquage dans les côtes. Ça ne ferait pas de mal, non? Le problème, c'est que c'est l'arrogance à l'état pur, quoi. C'est que c'est un grand talent, un grand joueur. On l'a encore vu contre l'Irlande. Il sait tout faire et il est vraiment très fort. Mais il est trop arrogant. Il se rend détestable encore plus. C'est ça qui est horrible. Et il y a plein de matchs où de plus en plus il se rend détestable. L'arrogance qu'il a, c'est quand tu vois un Johnny Wilkinson et un Owen Farrell derrière, c'est les deux opposés sur un terrain. Et c'est pour ça que dans les crunchs, les Français, ils l'aiment de moins en moins. Ah ouais, c'est un mix des quatre. Hein. Détesté, arrogant comme Carling dans la vision qu'on en a, casse-pied pour pas dire plus comme Brian Moore pour te faire le buzz, etc. Détestant les Français comme Johnson et talentueux comme Wilkinson. Il y a ce côté dans les crunchs que moi je trouve très intéressant, qu'on a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais avant les matchs, dans les médias, de faire un peu monter la sauce. Et dans le hors-série de l'équipe, il y a une interview d'Olivier Mann qui raconte comment Christian Califano jouait avec les médias anglais. Est-ce que tu peux la raconter, c'est là, Richard, parce que moi je l'ai trouvé exceptionnel. Ouais, c'est dans la deuxième interview. On a une interview de Brian Moore et celle d'Olivier Magne. Voilà, les Anglais ne peuvent concevoir le rugby sans. Si tu peux la montrer voilà, d'ailleurs. sans les Français. Voilà, c'est une interview extraordinaire où il raconte que, alors c'était une époque. Vous imaginez l'équipe de France dans un château Ricard en plus, tu vois, alors merci la loi Evin, donc Château Ricard, donc nous la presse, on venait, on avait le Ricard, toi tranquille. C'était une autre époque, on partageait tout avec eux et donc il y avait un téléphone. Alors il faut imaginer quand même qu'il y a un téléphone et c'est une cabine téléphonique. C'est-à-dire que pour les 22 ou 20, enfin à l'époque il n'y en avait pas, c'était 18 joueurs et le staff, il n'y avait qu'un seul téléphone qui était derrière le bar. Et donc quand tu voulais appeler à ta famille et tout, tu n'avais pas de téléphone portable, tu n'avais pas de téléphone en chambre, tu faisais la queue. Bon. Et un soir, tout le monde est là, on bricole, on boit un café, etc. Et le téléphone sonne, et c'est un journaliste anglais, et Califano, qui cherchait toujours à faire des conneries. Alors, les conneries de Califano, on peut faire une émission spéciale Cali. Il viendra vous nous en dire, parler lui-même. depuis ses premières sélections de jeunes en sélection Midi-Pyrénées, je peux vous raconter que là, il y a de quoi faire un gros dossier. Et donc, Cali décroche. 3 mots d'anglais, et le journaliste voulait une interview de Carbonneau, parce que c'était l'époque Pontypridd, Brive, ça avait avoiné un peu, donc il voulait une petite interview, faire le buzz, il cherchait une phrase. Et là, Cali se fait passer pour Carbo, et il dit, mais moi, je suis un pitbull, moi, je suis un Rottweiler, je vais leur manger les mollets, les Anglais et tout. Il dit ça légèrement en anglais. L'autre, le lendemain, poum, fait les gros titres. Carbonneau, je vais vous bouffer les mollets, les Anglais et tout. Et Carbonneau, il parle pas un mot d'anglais, donc il est arrivé à Twickenham, il y avait à la une partout Carbonneau et voilà, même lui C'est en une a époque où on ri. se faisait cracher dessus d'ailleurs, donc c'était. Oui, enfin, cracher ces années 78 et il y avait une grosse campagne de presse parce que
Si les sportifs français se plaignent parfois de la presse française, je peux vous dire que là-bas, ils avaient des tabloïds et la presse de Fleet Street, c'était dégueulasse. Ils étaient capables de faire passer un joueur pour un voyou, et c'est comme ça que le pauvre Bastia, qui avait un nom d'ailleurs, il avait Bastia, Bastard, bâtard, salopard, donc il avait dit Kill that bastard. Enfin, et le pauvre, il avait rien demandé, il avait même pas mis un coup de poing, et donc il est arrivé là-bas, il s'est fait cracher sur la gueule au sortir du vestiaire pour entrer sur le terrain à l'entraînement. Vous imaginez quand même? Ouais, c'était quelque chose. On vous a demandé d'ailleurs sur le Twitter de Bureau Oval un petit sondage pour savoir ce que représentait le crunch pour vous. Et vous nous avez étonnamment répondu comme quoi que il fallait, voilà, le crunch, il faut choper Farrell. C'est pas bête, hein? Pas loin derrière la bagarre, alors bon, Oui, bon. peut-être les deux en même temps, hein, si Ouais. on peut le choper dans un... La bagarre, je pense que vu comment ils sont athlétisés, les Anglais, Vaut mieux pas. Vaut mieux peut-être pas. Choper Farrell, oui, hein, comme, Ouais. et Et puis comme ça- les Anglais ont chopé Sexton. Voilà, ça nous permettra de gagner le match sûrement. Donc ça pourrait faire 2-1. Et de venger Jeanne d'Arc. Et compagnie. On prend. On va passer, pour terminer les amis, à un petit quiz spécial crunch. Ah, quelques questions rapides, j'espère que vous allez au moins mettre un point, Antoine et Lucas. Je vous souhaite, J'ai révisé, Je vous mais souhaite bon, bonne chance. c'est dans les années 50. et je vais vous demander pour commencer qui a dit cette phrase-là. Peut-être une question de rapidité, hein. Les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Ah non, je l'ai pas. Jean-Pierre Rive. Voilà, bravo. 1-0. Oh, mais c'est normal, j'ai écrit sa biographie. Alors Ah ouais, bah. là, ça compte pas. Celui-là, Ah, c'est tu cadeau. triches, Allez. tu Oui, triches. j'ai un peu triché. Voilà, qui était surnommé, qui était surnommé d'ailleurs. Si tu me trouves son surnom, t'as un demi-point. C'était pas casque blanc? D'or. Casque Voilà, d'or. casque d'or. Casque d'or. Ouais. J'étais pas loin. Franchement, Donc, j'ai T'as le 0,25 points, donc Et c'est pas moi, possible. j'ai 0,75 du coup. Voilà, c'est ça. 0,25, 0,25, 1. Bon, les gars, il va falloir courir. Qui a dit « Je suis français, donc je cultive une forme de haine envers les Anglais. Il y a un passé, une vraie rivalité entre les deux équipes. Cette haine, on me l'a transmise et je la transmettrai. Bah, je vois qu'il y en a qui n'ont pas révisé parce que c'est là-dedans. Quand même. Putain, vous voulez qu'on file 3 euros, les gars? Non, mais attends. Tu nous l'as apporté que ce matin aussi. Ah, moi, oui, c'est vrai aussi. Du coup, c'est beau parce que Joseph, il fait tout pour avantager l'invité quand même. Ouais. Ouais, non, Bah, c'est attendez, sympa. les gars. c'est Mais tu veux sympa, peut-être c'est qu'il sympa. revienne aussi. Ouais. Donc voilà. Non, attends, Pour qu'il défende sa couronne. Je vous donne un indice. C'est un pilier français qui est passé du coup par Grenoble, le Stade français. oui. Eh Oui, bien, oui, j'ai Marconnet. même pas besoin. Voilà, Marconnet. Ah, Merci. Oui, oui, Voilà. oui, le marcassin, Voilà. bien sûr. Ok, troisième question. On va vous passer une image d'un Anglais. À vous déjà de me dire si vous voyez qui il est, qui est aujourd'hui encore voilà, qui gironne autour de notre championnat. Ben, est-ce que tu as cette petite photo? Elle arrive, les amis. Voilà. Ah ouais, là, c'est compliqué. Ah ouais, là, ça va être compliqué. Ah, Alors, je l'ai, c'était pas Joe pour Worsley. faire ça, les Joe amis. Worsley. Voilà, bah, bravo. Eh Félicitations. oui, tu le vois en bas, bien Bordeaux. sûr, le Bordeaux. 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 Bien Félicitations. joué, bien joué. Excellent. Là, ça vaut 2 points, moi, je pense. Voilà. hein. Il y a une note Ça- artistique, non, là. Ça peut valoir 2 points si tu te souviens ce que Joe Worsley a fait pendant un crunch. Alors là, non. Là, ça vaudra pas 2 points, non. Il est Là, même sûrement moi- plaqué à tour de bras. Richie, il va nous aider. Il y a un carton, non? Il a pas mis un plaquage à retardement, une saloperie comme ça Plaquage, mais Ouais, tu vois. plaquage particulier. Cathédrale. Sur Vincent Clerc, une cuillère, en 2007. Ah ouais, non, mais là, dis Voilà. donc. C'était, Là, tu nous ramasses à la cuillère, là. hein. Bon voilà, bon les gars, désolé, mais vous avez pas vraiment fait le poids là sur ce mais bon. Non, mais il y a Bon, que j'aurais des pas fait questions pour les personnes âgées, j'ai l'impression. C'est sympa. Non, c'est sympa. Fais gaffe, toi, parce que je vais te montrer l'entrée au casque. hein, tu vas voir, hein. Oui, par rapport aux dates, bon 2007 quand même. Joe Worsley, il date pas. Bon, moi, on va poser une question à Joseph. Ah, non, parce mais que- voilà, ouais, mais voilà. c'est- Eh, on va poser une question à Joseph. Non, non, parce Joseph, que moi j'ai dit que j'étais quel pas est, capable. quel est l'artisan de la dernière victoire française à Twickenham? Tu vois, il fait moins le 2005, malin, là. Eh, 2005. Ah oui, pas mal. Ah, pas mal. Ah, je pas dirais, mal. Eh, Moi, je l'ai. Moi aussi. Ouais, c'est tu vois. Michalak. Oui, bravo. Oh là là, c'est. C'est bon les gars. Mais non, c'est C'est pas ça. Dimitri Non, Yachvili. il a dit- Ah oui, Il a mais dit- qui est le Français qui a mis le plus de points, points, ouais. dans les crunchs d'ailleurs. Voilà. Voilà, désolé. Mais bon, Michalak, c'est bien. il était pas content de lui. Mais c'est bien. hein. Voilà. Mais c'est pas derrière, c'est pendant un 6 nations que la dernière victoire. Oui, 2005.
Dimitriashvili, et d'ailleurs pour l'anecdote, il arrive, il bute, il s'entraîne, il loupe tout, il n'est pas bien du tout, et il pète son tee. Il a qu'un tee parce que c'est son tee sacré. Et putain, comment je peux faire? Et heureusement, il a un ancien coéquipier anglais qui est à Londres, qui va lui acheter un tee, et le tee qui va lui servir pour marquer tous les points. Et vous savez où il l'achète, ce tee, la veille du match? À la boutique de Twickenham de la Fédé anglaise. C'est extraordinaire. Donc Dimitriashvili bat les Anglais avec un tee anglais. Leur propre matos. Ah, tu vois, Mais comme non, quoi, un bon ça me matériel, ça aide. Hein. Ah ouais. Ça me plaît. On va regarder ce programme qui arrive avec Angleterre-France à Twickenham qu'on redoute tous, bien évidemment. En plus d'Angleterre-France dimanche à 16h, on sera bien évidemment tous devant le match. On aura Italie-Pays de Galles samedi, plus Écosse-Irlande. Donc voilà, est-ce qu'il y a un match en particulier en plus vous allez regarder les trois, vous êtes intéressé par les trois? Le réveil Ouais, irlandais. J'espère bien quand même. Oui, et puis surtout le réveil irlandais. J'attends de voir à Murrayfield ce que ça va donner, sachant que l'Écosse à Murrayfield c'est plutôt pas mal. Donc ouais, le réveil irlandais m'inspire. Alors moi, je m'en fous complètement. Angleterre-France, le reste, à Il n'y a l'apéro. que ça qui compte. Oui, il n'y a que ça qui compte. Punch. Je suis assez d'accord. Hein, on est d'accord, hein, parce Ouais, que je bon, suis assez d'accord. franchement, parce que Mais les malheureusement- Irlandais, de toute façon, les Irlandais, ils ont perdu leur tournoi déjà, c'est mort. Donc l'Écosse, à mon avis, elle n'ira pas très très loin. Donc ça se joue avec le pays de Galles et l'Angleterre, hein, cette histoire. Hein. Eux, ils ont un autre trophée, c'est la triple couronne. Donc ils vont peut-être se motiver à quand même à essayer d'aller rechercher un résultat à Murrayfield. Pour eux, ça compte la triple couronne. On va suivre ça de toute manière. On sera bien évidemment de retour la semaine prochaine. Et ce classement, du coup, qui pour le moment est dominé par l'Écosse avec 5 points devant les Anglais, les Gallois, les Français. Pour le moment, on est 4e avant ce choc contre les Anglais. Et les Italiens et les Irlandais qui sont derniers. La cuillère de bois, est-ce que tu en as peur Ah non, Richard? alors la cuillère de bois, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est pas la dernière place. Hein. C'est un tournoi, faut le savoir. C'est un tournoi à 0 victoire. C'est ça la cuillère de bois. Et elle vient de Suisse. Alors oui, on peut en avoir peur, mais alors maintenant avec leur classement, là, les points de bonus, bah, c'est fini. T'as un point. Donc dans cette espèce de match dégueulasse qu'on a fait contre le Pays de Galles dans les dernières minutes, ça nous file un point. C'est juste pas normal, tu vois. Et donc aujourd'hui, la cuillère de bois, je pense que ça pourrait aller vers l'Italie. Je pense qu'on sera quand même capable de battre l'Italie. Ou alors là, c'est gravissime. J'ose espérer. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team, mon cher. Ah non, mais merci à vous. C'est un grand bonheur. Et puis, je vous souhaite plein de réussite parce que comme cette émission approuve qu'on peut toujours inventer quelque chose, votre présence, votre imagination permet de montrer que, voilà, aux générations que le rugby, les médias, il y a quelque chose à trouver. Vous l'avez trouvé. Bravo à vous. Merci beaucoup Antoine. Lucas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un débrief évidemment d'Angleterre-France.